Bonjour tout le monde et bienvenue à cette première session de notre journée. Cette session est consacrée aux formes et acteurs du populisme en Europe et dans le monde arabe, un état des lieux. Nous avons eu ce matin effectivement une séance inaugurale très riche et très prometteuse d'une journée aussi riche en diverses contributions. Je m'appelle Elisabeth Suzanne Kassab, j'enseigne la philosophie au Doha Institute for Graduate Studies et j'ai le plaisir et le privilège de modérer, d'animer cette session. Alors, je présente le premier intervenant, Monsieur Federico Tarragoni. Vous êtes maître de conférences en sociologie et directeur du Centre de recherche interdisciplinaire sur le politique à l'Université de Paris. Vous êtes l'auteur de L'esprit démocratique du populisme, une nouvelle analyse sociologique parue chez Découverte en 2019. Vos travaux ont été récompensés par le prix Schneider Basualdo de la Chancellerie des Universités de Paris et par le prix du jeune sociologue de l'Association internationale des sociologues de langue française. À vous la parole. Merci beaucoup. Merci aux organisateurs de m'avoir invité à cette journée passionnante, bien que je ne sois pas spécialiste du monde arabe. Et donc, je voudrais, dans mon intervention, revenir un tout petit peu sur ce concept de populisme qui m'occupe depuis près de 15 ans désormais, en faisant un ensemble de remarques qui s'inscrivent dans la continuité et dans le prolongement de ce qu'ont dit les orateurs qui m'ont précédé. Alors, je voudrais commencer par insister sur 3 problèmes que nous rencontrons tous quand nous travaillons sur le populisme, dont certains ont déjà été évoqués. Le premier problème, c'est que le mot populisme ne désigne pas une réalité physique. Et donc, au sens de Ludwig Wittgenstein, c'est un mot qui n'a pas derrière lui une indexation claire. Quand on dit chaise ou table ou fenêtre, nous nous rapportons à des réalités sur lesquelles il peut y avoir un accord. Quand nous disons populisme, nous nous rapportons à une réalité qui est de l'ordre des idées, des symboles, des discours politiques, et sur laquelle donc, il y a fondamentalement des accords. Donc nous devons procéder avec d'autant plus de rigueur que l'objet derrière, disons, le mot, la chose derrière le mot, fait objet d'une controverse et nous, fondamentalement, nous ne savons pas ce qu'est le populisme à la condition de construire de façon rigoureuse ce concept. Et c'est d'autant plus le cas qu'aujourd'hui, nous assistons à une véritable prolifération de discours autour du populisme où tout ou à peu près tout est désigné comme populiste, en raison également d'un ensemble de prénotions qui sont entretenues par les médias et qui véhiculent des jugements de valeur. Donc, on a entendu tout à l'heure, effectivement, des distinctions entre des révolutions authentiquement populaires et des mobilisations populistes avec en creux un jugement de valeur sur des mauvaises manières de mobiliser le peuple et des bonnes manières de mobiliser le peuple. Le deuxième problème que nous rencontrons toujours, c'est que le peuple est une notion éminemment polysémique depuis la Grèce classique, qui fait appel à plusieurs significations de ce concept. Donc, le peuple désigne autant le démos, c'est-à-dire l'acception civique du peuple, que la plèbe, c'est-à-dire la majorité socialement opprimée, que l'ethnos, c'est-à-dire le peuple naturalisé, les mœurs, un peuple ramené à sa langue, à sa terre, contre des étrangers, et bien d'autres définitions, bien d'autres significations qui se sont construites au fil du temps. Et puis, une troisième problématique qui est, à mon sens, la plus importante et sur laquelle nous n'avons pas suffisamment insisté jusqu'à maintenant, c'est que aujourd'hui, on assiste à un véritable comparatisme sauvage
autour de ce concept, entre notamment les travaux contemporains de la science politique et le discours médiatique, mais également le discours des hommes et des femmes politiques. Autrement dit, on désigne comme populisme des modes d'interpellation du peuple, un certain style d'interpellation du peuple par la classe dirigeante, les classes dirigeantes, mais également des régimes politiques, hein, comme le régime d'Erdogan, de Poutine, de Chavez au Venezuela, mais également des idéologies qui naviguent entre l'extrême droite, l'extrême gauche, ce qu'on peut appeler l'extrême centre, c'est-à-dire une certaine vision du centrisme qui s'articule avec parfois des penchants autoritaires. Donc, aux dernières élections présidentielles françaises, vous vous en souvenez, tous les candidats ont été catégorisés comme populistes, ce qui évidemment pose énormément de problèmes dans la classification que nous pouvons faire en tant que scientifiques du social de ce phénomène. Et au fond, aujourd'hui, on confond dans la désignation de populisme beaucoup de phénomènes qui renvoient à des réalités sociales distinctes, à des réalités politiques distinctes. D'un côté, la démagogie, dont on a une définition classique chez Aristote, par exemple, hein, c'est-à-dire un mode d'interpellation au peuple qui flatte les bas instincts, les désirs, les pulsions, qui est axé sur la promesse irréalisable. Le nativisme, c'est-à-dire une certaine acception du nationalisme qui fait primer l'ethnos contre l'étranger, et des régimes autoritaires dont on a largement parlé, fondés sur l'idée de l'incarnation du peuple, d'un peuple homogène, organique, qui donnerait en quelque sorte une caution de gouvernement tyrannique à son porte-parole autodésigné. Pour résoudre ces différents problèmes, je crois qu'il faut procéder, comme l'indiquait mon maître Max Weber, grand sociologue allemand, autrement dit, revenir un tout petit peu à l'historicité de ce phénomène et comparer le présent à l'aune du passé, et le faire de façon extrêmement rigoureuse. Et donc, je crois qu'il faut évoquer le passé du populisme avant même de parler d'un prétendu présent du populisme sur lequel nous n'avons absolument pas de certitude du point de vue de la désignation et de la classification. Je pense, et c'est mon point de méthode, c'est ce qui motive mon travail, que les seuls populismes qui puissent être désignés comme tels sont ceux sur lesquels toute la science politique mondiale s'accorde, autrement dit, sur lesquels il y a un consensus. Et ce sont les trois populismes historiques, dont on a aussi un tout petit peu parlé dans le débat qui m'a précédé. Autrement dit, le populisme russe des années 1840-1880, le populisme états-unien de la fin du 19e siècle, qui aboutit à la constitution d'un parti, le People's Party, qui est le premier parti populiste de l'histoire, et puis les régimes nationaux populaires en Amérique latine, qui ont été désignés comme populistes par la sociologie naissante en Amérique latine, particulièrement en Argentine, dès les années 60. Ces trois populismes historiques qui ne posent aucun problème du point de vue de la classification, de l'étiquetage, de la désignation, peuvent être tout à fait comparés. Et la comparaison de ces trois mouvements nous amène vers une piste qui est différente de celle qui a été évoquée jusqu'ici. Autrement dit, que le populisme est une idéologie qui a un rapport direct avec une certaine définition utopique de la démocratie et qui pose un certain nombre de problèmes lorsque elle devient une idéologie d'action publique au sein de l'État. Donc, je voudrais revenir très rapidement sur ces trois populismes historiques pour qu'on sache ce dont on parle et ensuite montrer qu'est-ce qui s'en dégage, qu'est-ce qui se dégage de leur comparaison. Le populisme russe est un mouvement d'intellectuels qui souhaitent aller au peuple pour démocratiser essentiellement les arts et la littérature, c'est-à-dire pour porter la littérature qui parle du peuple chez les paysans, qui constituent la majorité sociale opprimée du tsarisme,
et pour pousser en fait les paysans qui devraient prendre conscience de leur identité sociale à travers la littérature à se révolter contre le tsar et à constituer, selon le mot des premiers populistes, en particulier Herzen, une démocratie intégrale, c'est-à-dire une démocratie qui maximise à la fois l'égalité sur le modèle socialiste et à la fois les libertés sur le modèle anglo-saxon. C'est ce pari en fait révolutionnaire que font les populistes russes réside dans l'existence d'une institution qui est très importante chez la paysannerie russe de l'époque et qui est le MIR, c'est-à-dire la coopérative rurale, dont Marx parlera abondamment dans ses échanges avec les populistes russes des années 1870-1880. Et le MIR, c'est au fond une coopérative de paysans propriétaires qui gèrent au fond une partie, disons, du droit à l'échelle de leur territoire. Et donc les populistes russes font l'hypothèse que cette institution, qui est garante de l'autonomie et de la, disons, de l'autogestion des paysans sur leur territoire, pourrait être élargie à l'échelle de toute la politique russe et donc constituer une véritable démocratie réconciliée avec le peuple et maximisant les libertés et l'égalité. Quand on passe du côté états-unien, on a affaire là aussi à un mouvement essentiellement paysan, bien que ce soit des mouvements socialement hétérogènes. Il y avait aussi des étudiants et des mouvements féministes, mais également des ouvriers, des premiers mouvements ouvriers en Russie. Là aussi, ce sont essentiellement des paysans aux États-Unis, bien qu'ils soient très articulés avec le mouvement ouvrier autour du syndicat des Knights of Labor, et ils défendent à peu près la même chose, c'est-à-dire une démocratisation sociale dans le contexte bien différent de l'industrialisation et de la mise en place d'un capitalisme financier aux États-Unis, avec l'idée qu'il faut que le peuple s'attaque à la déprédation de la République qui est faite par les partis au pouvoir, par les oligarchies économiques très liées avec la classe dirigeante américaine. Et on a affaire à tout un tas de revendications dont le People's Party se fera le représentant, qui vont de la nationalisation des chemins de fer à la mise en place d'un impôt progressif, l'élection directe du Sénat, bon, tout un tas de revendications qui renvoient toutes à la question démocratique. Et puis enfin, les régimes nationaux populaires en Amérique latine sont le produit d'un ensemble de mouvements populaires, ouvriers essentiellement, des années 1930, suite à la Grande Dépression de 29, qui se dotent de leaders charismatiques qui vont gagner des élections et puis mettre en place, pour la plupart d'entre eux, des nouvelles constitutions qui garantissent un ensemble de droits sociaux et donc ils mettent en place les fondements des régimes d'État-providence et de sécurité et de protection sociale. Bon, ces gouvernements, certains d'entre eux deviennent de plus en plus autoritaires parce que justement, en tant qu'émanation du peuple, ils vont parfois privilégier l'égalisation sociale et donc la mise en place de ces nouveaux droits sociaux sur la conservation des libertés négatives, comme les appelait Berlin, c'est-à-dire les libertés de la société civile vis-à-vis de l'ingérence des États. Donc, par exemple, les libertés de la presse ou les libertés syndicales. Bon, qu'est-ce qui se dégage de ces trois expériences lorsqu'on les compare de façon un tant soit peu rigoureuse? Ce qui se dégage, ce n'est ni une désinstitutionnalisation démocratique, donc une désintermédiation démocratique, c'est tout le contraire. C'est l'idée d'une refondation démocratique. Il faut réinstituer la démocratie, mais sur un mode utopique et sur un mode maximaliste. On veut une démocratie totale. Deuxième chose qui se dégage, ce n'est pas du tout une crise de défiance, disons, dans sa dimension un tout petit peu vague. Le concept de défiance est bien sûr très important à évoquer pour ce genre d'expérience, mais il nous pousse là aussi à des comparaisons sauvages. Toutes les révolutions
de l'époque moderne et contemporaine sont fondées sur des crises de défiance. Qu'est-ce qu'il y a de commun, au fond, entre la révolution soviétique, qui a été le produit, la révolution bolchevique, qui a été le produit d'une défiance des ouvriers et des soldats pendant la Première Guerre mondiale envers la classe dirigeante, et par exemple la crise de défiance qu'on a connue en Italie dans les années 80 autour du scandale de Mani Pulite et de Mansal. Bon, il n'y a pas grand-chose de commun, si ce n'est que, effectivement, dans des moments critiques de la politique moderne, on assiste à une déconnexion des élites et du peuple, et donc à voilà, des mobilisations qui mettent en avant l'idée que les élites ont ce côté prédateur dont on parlait tout à l'heure, et qu'il faut les remettre à leur place, il faut donner davantage de souveraineté démocratique au peuple, y compris contre la corruption des classes dirigeantes. Donc, ce qui se dégage essentiellement de la comparaison, c'est une idéologie politique structurée qui a un rapport consubstantiel avec la question démocratique interprétée de façon radicale, utopique, maximaliste. Et ce maximalisme explique aussi la liste disons, assez énorme de revendications que ces mobilisations populistes vont adopter par le passé, qui vont de la démocratisation de la littérature jusqu'à la nationalisation d'un certain nombre de ressources stratégiques, la mise en place de droits sociaux, y compris des droits indigènes parfois, comme c'est le cas au Mexique dans les années 30 chez le populiste mexicain Lázaro Cárdenas. Et dans, disons, une caractéristique qui est très importante à évoquer pour cette idéologie, c'est le fait qu'elle se réalise socialement à travers des mobilisations qui sont très hétérogènes socialement. Je le disais tout à l'heure, on a affaire à des alliances de groupes sociaux qui convergent, non pas sur des revendications en termes d'intérêt, donc des revendications locales, comme pouvait être le cas, par exemple, des mouvements ouvriers, et disons animé par l'idéologie socialiste opposant le capital et le travail, on a affaire à des revendications très diverses qui se coalisent idéologiquement sur une opposition très simple, qui est l'opposition du peuple aux élites. Et là aussi, qu'est-ce que ça veut dire cette opposition? Ça ne veut pas dire un peuple socialement qualifié, c'est-à-dire un peuple particulier, une fraction du peuple, contre des élites qualifiées, c'est-à-dire un ensemble d'individus qu'il faudrait liquider de la politique. Non, le peuple et l'élite sont deux forces qui s'affrontent dans l'idéologie populiste comme deux pôles d'un champ magnétique. Le peuple, c'est la sève de la démocratie, sa force souveraine, son autonomie qui a été niée par des gouvernements parlant au nom du peuple, mais ne faisant pas finalement, ne lui restituant pas sa dignité politique. Et de l'autre côté, l'élite, c'est la force corruptrice de la démocratie, c'est-à-dire la force qui dépossède le peuple de sa véritable souveraineté, de son autonomie. Et une fois que ces mouvements s'institutionnalisent, je le disais, comme ça a été le cas en Amérique latine, on a affaire à des contradictions croissantes qui sont dues essentiellement au personnalisme du leader charismatique, qui tend à primer sur l'autonomie des mouvements populaires, et surtout une certaine conception des libertés démocratiques à élargir, qui tend parfois à primer sur les libertés négatives et l'équilibre des pouvoirs à conserver. Quand on a cette définition du populisme en tête, on se rend compte effectivement que ce qu'on appelle aujourd'hui populisme ne renvoie pas tellement à cette idéologie, ou plutôt ce sont les populismes de gauche qui sont dans la continuité historique directe avec cette idéologie et qui donc, à mon sens, devraient être appelés effectivement populistes. Le reste de ce qu'on appelle populisme devant être identifié plutôt comme de la démagogie, du nativisme ou de l'autoritarisme, des concepts qui sont très importants en sciences politiques et qui, me semble-t-il, tendent à être un tout petit peu mis de côté par ce tout populiste qu'on appelle un peu à tout et n'importe quoi. Les révolutions qui ont agité le monde arabe depuis 2011, en passant par les toutes nouvelles mobilisations populaires
des années 2019-2020 sont effectivement, comme les Gilets jaunes et les mouvements des places qui ont traversé l'espace européen et les États-Unis, des mobilisations effectivement populistes. Ce sont des mobilisations populistes parce qu'elles s'attaquent à un gouvernement représentatif qui est perçu comme le domaine d'une élite privant le peuple de sa souveraineté démocratique, de son autonomie politique. Et ce sont des mobilisations populistes parce que justement, en leur sein, on observe des alliances entre des groupes sociaux très hétérogènes qui s'accordent toutefois sur le primat, disons, de cette question démocratique sur d'autres questions, comme par exemple l'exploitation capitaliste ou l'exploitation de la nature, des questions qui sont au contraire centrales dans d'autres idéologies. Et si je ne prends que l'exemple arabe qui nous intéresse, les mobilisations qui ont traversé l'espace libanais, l'Irak et l'Algérie, et le mouvement Irak, justement, je le prononce très mal, mais c'est ce que j'ai en tête. Donc, les toutes dernières mobilisations sont des mobilisations essentiellement de la jeunesse, d'une jeunesse des classes moyennes déclassées par la crise économique, mais aussi de classes populaires. Donc, on observe cette hétérogénéité dont je parlais tout à l'heure. Donc dominée par cette jeunesse, mais aussi des mobilisations intergénérationnelles où plusieurs générations s'allient. Derrière quoi? Derrière l'idée que la démocratie a été captée par des élites claniques qui ont fait un usage patrimonial de l'État et des ressources de l'État, et qu'il s'agit donc de reconstruire sur des nouvelles bases plus incluantes et sur la base de ce que disait tout à l'heure Bertrand Badi, à savoir cette idée de la dignité, effectivement, qui a été de la dignité du peuple qui a été bafouée par ces régimes prétendument démocratiques, mais qui ne sont de facto rien d'autre que des régimes autoritaires. Voilà, merci de votre attention. Merci à vous, Monsieur Tarragoni, d'avoir introduit ces nuances dans les différentes définitions des mouvements populistes. J'ai à présent le plaisir de présenter Monsieur Gurvan Lebras. Vous êtes directeur adjoint du Centre d'analyse, de prévision et de stratégie du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères depuis septembre 2019. De septembre 2016 à août 2019, au sein de la même direction, vous avez été chargé de missions spécialistes du Moyen-Orient, de l'Afrique du Nord et de la Turquie. Avant de servir au CAPS, donc au Centre d'analyse, de prévision et de stratégie, vous avez été conseiller de presse à l'ambassade de France à Tunis et conseiller politique au Caire de 2009 à 2013. Vous avez également occupé des postes de l'administration centrale du ministère. Vous exercez des fonctions de diplomate depuis 2005 et vous détenez le statut de conseiller des affaires étrangères cadre d'Orient depuis 2016. Je vous donne la parole. Vous avez 20 minutes également. Merci beaucoup, Madame Kassab. Merci beaucoup au CAREP. Je me réjouis de cette invitation et je suis ravi d'essayer de participer avec vous au projet très ambitieux d'une approche comparatiste du phénomène populiste en Europe et dans le monde arabe. Naturellement, compte tenu de la qualité des intervenants de cette journée, je ne vais pas me risquer, moi qui suis donc, comme vous l'avez rappelé, diplomate, et donc nullement chercheur et pas davantage spécialiste du populisme, à intervenir dans le débat sur les définitions et les contours du phénomène populiste. D'ailleurs, je commencerai d'ailleurs par dire que je suis reconnaissant et tout à fait d'accord avec les clarifications proposées par Federico Tarragoni et sa mise en garde contre, je dirais, une forme d'usage éditorialisé du concept. Et je me réjouis aussi par avance d'écouter le professeur Sarraf qui va, je crois, doit intervenir aussi sur les populismes d'État, parce que je pense que c'est une dimension qui est essentielle pour avancer, cheminer vers cette dimension comparatiste entre la façon dont ces phénomènes prennent forme en Europe d'un côté et dans le monde arabe de l'autre.
Mon propos se situera en fait quelque part entre ces deux temps de réflexion, est en train de discuter des sources communes de ce qu'on appelle le populisme en Europe et dans le monde arabe, pour montrer en quoi la montée de ce qu'on appelle donc le populisme et ses conséquences renvoient à un certain nombre de défis dans le champ diplomatique, défis en partie communs aux deux régions, pas tous, et qui appellent des éléments de réponse dans le champ politique et diplomatique également. Donc, et quoique mon propos tente donc de livrer aussi sincèrement possible et de manière aussi utile que possible l'approche d'un diplomate et d'une diplomatie, je m'exprime devant vous comme d'habitude à titre personnel, je dis comme d'habitude au titre du CAPS, puisque la vocation particulière du CAPS, Centre d'analyse de prévision de stratégie auquel j'appartiens, c'est de participer au débat d'idées. Donc, merci de nous y avoir invités, en restituant autant que possible les réflexions et les débats qui sont ceux du ministère, mais sans évidemment en exprimer la position officielle, plutôt un état d'esprit et refléter la nature des débats, mais pas forcément évidemment vous dire des choses qui sont l'alpha et l'oméga de notre position. Et d'ailleurs, un mot sur le CAPS encore avant de commencer, pour dire que cette approche comparatiste entre deux expressions tout à fait différentes d'un concept qui appelle pas mal de définitions, dans les deux cas, soit qu'on l'aborde dans un contexte arabe ou dans un contexte européen. Donc cette approche-là, transversale, c'est vraiment le genre de choses qu'au CAPS, on essaye de promouvoir pour essayer justement de mieux comprendre, de mieux analyser, de faire de meilleures recommandations et d'améliorer nos politiques. Je trouve que c'est vraiment très important d'avoir fait ce pari, d'essayer de rapprocher les deux sujets. Bon. Pour commencer, et comme l'a fait Pierre Rosanvallon tout à l'heure, et plus modestement, je pense, que lui, puisque c'est un spécialiste, je dirais qu'effectivement, les populismes européens et arabes ne sont pas comparables, mais qu'ils puisent à des sources communes, à des facteurs communs. Je dirais aussi un mot dans cette partie de la façon dont l'histoire des populismes arabes a contribué à façonner le mode d'expression des contestations sociales et politiques que l'on connaît depuis 10 ans dans la région. Au fond, d'où viennent ces populismes, quels en sont les facteurs. Alors, on en a déjà beaucoup parlé depuis le début de cette journée, donc je ne vais pas rentrer dans les détails, mais je pense qu'il faut revenir sur la façon dont on mobilise les causes profondes qui sont régulièrement convoquées pour analyser la montée du phénomène en Europe. Des facteurs socio-économiques, le sentiment de déclassement, la montée des inégalités, donc des facteurs qui sont pêle-mêle des facteurs de perception et des facteurs objectifs. Ça interroge évidemment plus fondamentalement la mondialisation économique, les modes de gouvernance et d'organisation du système productif et financier. Donc c'est un débat mondial de ce point de vue-là. On a également des facteurs identitaires et culturels dont Bertrand Badi tout à l'heure a montré comment ils interagissaient également avec ces facteurs socio-économiques. On peut citer aussi, sans forcément rentrer dans les détails, les aspects démographiques, les aspects générationnels, des notions de perte de sens, de brouillage des références, et notamment de références religieuses en partie. Des facteurs sociologiques, bien sûr, donc des évolutions de fond des sociétés, la remise en cause du patriarcat, l'individualisme. Il y a beaucoup de choses qui aussi interrogent et concourent à des expressions politiques du phénomène. Et donc, l'ensemble de ces facteurs débouche assez naturellement sur des facteurs qui sont plus politiques et institutionnels, du désenchantement démocratique, le sentiment d'une absence d'alternative à des choix qui sont opérés sans consultation des gens, une crise donc de la représentation politique et un rejet des médiations et des élites. Je pense que quand j'ai dit ça, je dis des choses sur lesquelles tout le monde sera sans doute à peu près d'accord, mais l'intérêt de les rappeler, je crois, c'est qu'en fait, ces facteurs, me semble-t-il, peuvent être dans une large mesure adaptés au monde arabe. Ils ne sont pas seulement valables pour le monde, dans l'espace politique européen contemporain. Facteurs socio-économiques, je pense qu'il y a un sentiment de stagnation profond, un sentiment d'exception du monde arabe
en termes de développement et d'insertion dans une dynamique mondiale de développement qui est profond et ancien. On le trouve dans les rapports du PNUD depuis 20 ans maintenant. Facteurs identitaires et culturels, donc que l'on pense aux dimensions démographiques ou générationnelles, évidemment, ce sont des dynamiques profondes qui touchent profondément le monde arabe également. Facteurs sociologiques et la remise en cause du patriarcat, je pense qu'on ne peut pas comprendre ce qui s'est passé avec les printemps arabes sans faire ce détour par cette notion de remise en cause des modèles patriarcaux. Et puis le reste de la discussion, je pense, et ça a déjà été beaucoup abordé, nous montre bien comment ces facteurs politiques et institutionnels ont été vraiment des facteurs fondamentaux du déclenchement et de la mise en forme de ces contestations. Pour autant, évidemment, il est délicat de faire une assimilation immédiate entre le populisme européen et en tout cas la façon dont il est présenté aujourd'hui, avec toutes les réserves que rappelait Federico Tarragoni tout à l'heure quant à sa capacité à rentrer dans des facteurs d'explication unique, d'une part, et le phénomène de contestation sociale endémique et presque généralisée contre les pouvoirs que l'on a vu dans les régions d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient depuis une dizaine d'années. D'abord parce que sans doute il faut prendre en compte une intuition assez simple, ou en tout cas il faut l'étudier, cette intuition qui est que le populisme s'exprime mieux dans le cadre démocratique, trouve mieux à s'exprimer dans le cadre démocratique que dans un cadre autoritaire, ou en tout cas qui ne s'exprime pas du tout de la même façon dans un cadre démocratique ou dans un cadre autoritaire. Sans prétendre être exhaustif, donc les populismes européens sont des contestations de systèmes démocratiques de l'intérieur. On observe, si on veut bien accepter d'étudier le phénomène politique qu'on connaît sans forcément rester dans les purs du concept, mais qu'on regarde ce qui se passe en Europe aujourd'hui, voir qu'ils sont quand même majoritairement d'extrême droite, même si bien sûr le populisme n'est pas une idéologie qu'on assimile nécessairement à l'extrême droite, qu'il a évidemment une dimension anti-élite, anti-mondialisation, anti-européenne, anti-Union européenne en tout cas, que par ailleurs les éléments de contexte sont fondamentaux. Les fortunes du populisme ainsi présentées sont tout à fait diverses suivant les régions d'Europe. La question du Brexit est centrale dans l'analyse effectivement des agendas de ces forces politiques. Et évidemment, je pense que dès aujourd'hui et pour l'avenir, les échos du Trumpisme américain vont être extrêmement importants pour voir comment il va évoluer. A contrario, les populismes, l'analyse du phénomène des populismes arabes nous force à revenir à la fois à l'examen de ces mouvements de contestation, d'une part, mais aussi à revenir sur la dimension historique du populisme arabe. Il y a d'abord dans ces mouvements de contestation une dimension de revendication démocratique, de contestation des ingérences étrangères. Il y a à l'œuvre une synthèse post-islamiste et post-nationaliste. C'est difficile de caractériser tous ces mouvements qui sont très variables, mais il y a un certain nombre de traits et il faut pour cela à la fois bien distinguer leur mode d'expression aujourd'hui et leur source historique. À ce sujet, je commencerai d'abord par noter que l'essor des mouvements populaires et citoyens dirigeant en fait des revendications de justice sociale et de démocratie vers leurs États, déjoue à la fois d'abord les narratifs orientalistes qui, au fond, évoquaient des sociétés tribales et des divisions confessionnelles, ethniques, religieuses ou sociales irréconciliables. En réalité, ce à quoi on a assisté, c'est à des phénomènes partout où la contestation s'exprime, elle met en scène au contraire un peuple uni par ses revendications, toutes dirigées vers l'État. En fait, comme le disait tout à l'heure Bertrand Badi, l'injonction, c'est celle de libérer l'État de son système. Ce sont donc évidemment des revendications politiques et l'ensemble des mots d'ordre de ces révolutions arabes. Le peuple veut la chute du régime, le peuple et l'armée sont main dans la main, constituent en fait d'une certaine façon la réponse et la revanche des peuples, je dirais, à des propositions politiques qui ont toujours utilisé
depuis les indépendances et même avant les indépendances, le ressort populiste pour gouverner. Qu'il s'agisse des mouvements de libération nationale, qui ont joué bien évidemment et par définition le peuple contre les puissances coloniales, mais aussi contre les élites compradoriales. Mais c'est le cas également des mouvements nationalistes qui ont dominé la sphère intellectuelle et d'une certaine façon politique arabe pendant des décennies, avant d'être eux-mêmes supplantés dans ce registre par les mouvements islamistes, qui eux aussi d'une certaine façon s'appuyaient sur la surenchère, sur une surenchère islamiste, sur une surenchère populiste, dans la mesure où la proposition islamiste est bien celle d'offrir au peuple l'authenticité d'un gouvernement enfin fidèle à son identité profonde, par exclusion de toutes les autres propositions politiques qui étaient présentes. Et je pense que c'est à travers ce lien qu'on peut faire dans l'histoire entre les différentes incarnations et les formules populistes qui ont été utilisées par les pouvoirs qu'on comprend et qu'on peut interpréter aujourd'hui la surenchère populiste d'un régime comme celui du maréchal Sissi, le culte de la personnalité qu'il met en œuvre, mais aussi l'extrême sensibilité des pouvoirs à la question sociale dans de nombreux pays de la région. Alors, je voudrais maintenant en venir pour le reste de cette présentation à vraiment la question des défis que ça peut représenter pour la diplomatie. Au fond, pourquoi, au-delà de cette première partie dans laquelle, malgré tout, on traite de sujets qui relèvent avant tout de la recherche et d'une démarche scientifique de compréhension des sociétés, bon, la diplomatie ne peut pas s'en désintéresser. Pourquoi D'abord, je pense qu'il est fondamental, effectivement, de rappeler, comme l'a fait Federico Tarragoni et comme l'a fait également Bertrand Badi précédemment, qu'il ne faut pas porter de jugement et il ne faut pas éditorialiser l'analyse du populisme. C'est un spectre politique très large. On a besoin de l'analyser, on a besoin de le comprendre, d'en discerner les nuances pour pouvoir répondre à ses causes et à ses expressions, dans la mesure où ces causes et ces expressions peuvent poser des problèmes sous un angle diplomatique, de relations internationales. Car en fait, je pense effectivement, c'est je disais, le deuxième temps de cette dialectique, qu'on ne peut pas amalgamer d'un côté l'expression politique populiste et de l'autre la reconnaissance des raisons légitimes des facteurs d'insatisfaction, de colère, de doute, ou de frustration qui en sont à l'origine. Les printemps arabes nous rappellent une chose importante à cet égard, c'est qu'au fond, le populisme n'est qu'une expression parmi d'autres de ces crises, n'est qu'un symptôme parmi d'autres de ces crises multiples et des différents facteurs que l'on connaît. Ce qui nous intéresse finalement dans ce qu'on appelle populisme ou néopopulisme, au fond, quelle que soit la définition qu'on lui donne, c'est d'abord, pas seulement, mais d'abord, les stratégies politiques qu'il emprunte. Je pense effectivement que là, si on commence à réfléchir avec un certain nombre d'ailleurs de politistes qui regardent la vision très polarisée, très conflictuelle du débat politique que portent les forces populistes, la forme de dégagisme, disait Bertrand Badi tout à l'heure, où au fond on cherche avant tout à délégitimer une formule de pouvoir pour la remplacer par une autre, une forme d'exclusivisme dans la représentation du peuple. Très certainement, on est bien au-delà, enfin on est dans la sorte de typologie ou la sorte de cartographie que dressait Federico Tarragoni tout à l'heure. On est probablement pas seulement dans le populisme, on est aussi très certainement dans le nativisme, dans l'autoritarisme, on est dans beaucoup de choses, dans le nationalisme d'extrême droite, on est dans beaucoup de choses. Mais on est quand même dans la réalité de ce qu'on appelle aujourd'hui, sans doute excessivement, le populisme comme proposition politique crédible, capable d'accéder au pouvoir en Europe aujourd'hui en particulier. Donc ça nous interpelle et il y a besoin d'avoir à l'œil la façon dont les modes de fonctionnement des systèmes démocratiques nationaux au sein de l'Union européenne sont affectés par ce phénomène. La deuxième raison pour laquelle la diplomatie ne peut pas se désintéresser du phénomène, c'est le défi que le populisme européen, je suis encore dans une grille européenne sur ce deuxième point également, c'est le défi que ces populismes européens représentent pour l'Union européenne. C'est-à-dire en fait pour les modes
d'organisation des solidarités communes à l'échelle supranationale, si vous me permettez de tenter de définir un petit peu ce que représente l'Union européenne en termes diplomatiques pour aujourd'hui pour un pays de l'Union européenne. Les partis politiques qui empruntent à cette grammaire populiste s'alimentent des facteurs de colère, d'insatisfaction, de doute et d'injustice, et jouent au fond sur un registre un registre assez large au fond qui va de l'europhobie à l'eurodéception, en passant par l'euroscepticisme. Il faut bien les distinguer. L'europhobie, c'est le Brexit. Aujourd'hui, et depuis les élections 2019 en Europe, il n'y a plus véritablement de force politique qui repose et qui se distingue par un agenda clairement, explicitement, nettement de sortie de l'Europe et d'europhobie. En revanche, évidemment, il y a un très large spectre d'euroscepticisme, soit qui peut être fondé sur du nationalisme, mais de manière beaucoup plus intéressante, en réalité, fondé sur une forme d'eurodéception. En Italie, je pense qu'il est assez intéressant de faire le lien entre l'effondrement du soutien des Italiens à l'Union européenne, à leur attachement à l'Union européenne, et la montée de propositions politiques qui ne sont pas europhobes, mais qui entendent contester et, disons, trouver des modes d'expression et des stratégies différentes pour rappeler la promesse démocratique européenne qui a été faite par les institutions et par les grands États, enfin par les États en général, à chacun d'entre eux en termes de solidarité, en termes de partage du fardeau et en termes de projets communs. Donc, il faut bien, je pense, avoir en tête cette notion aussi de déception qui, à mon avis, est très importante. Il n'y a pas forcément de vision du monde populiste, mais il y a des sujets qui sont des sujets de prédilection pour les forces populistes au pouvoir. Mondialisation, sujets commerciaux, sujets migratoires. Voilà. Donc ça aussi, c'est une raison supplémentaire. Deux dernières choses pour conclure. Pour revenir cette fois dans un cadre qui est plus le cadre de la perception d'une diplomatie européenne dans sa politique à l'égard du monde arabe, il est important de revenir aux facteurs explicatifs de ces phénomènes populistes au sens large, parce que en fait, il nous donne à voir des évolutions de fond de ces sociétés qui n'affleurent pas toujours dans nos grilles d'analyse classiques, les grilles d'analyse de la diplomatie. La diplomatie de la France aujourd'hui en Afrique du Nord et au Moyen-Orient, c'est une diplomatie dont l'effort est essentiellement tendu vers la gestion de la stabilité de la région, vers la gestion des menaces à notre environnement et notre voisinage, et à l'organisation de solutions diplomatiques aux menaces transversales. Je ne rentre pas dans les détails puisqu'on n'a pas beaucoup de temps. Et donc ça, c'est un premier élément. Or, il est évident que ces phénomènes de fond jouent également sur la stabilité et jouent sur la capacité des régimes auxquels nous parlons à être des relais légitimes de nos attentes en termes de crédibilité diplomatique, en termes d'inscription dans des cadres diplomatiques. Et la question de la légitimité est fondamentale. Dernier point, il y a évidemment aussi une question d'influence. Nous avons une influence et d'une certaine façon, le fait que la grammaire politique dans la région soit une grammaire politique de revendication dirigée vers l'État, comme je le disais tout à l'heure, montre que nos modèles politiques, notre propre conception du monde parlent encore dans ces régions-là et tracent un avenir commun. Donc, nous avons des raisons de dialoguer, des raisons de favoriser des convergences en termes de modèles et en termes d'aspiration. Parce que l'alternative, et on le voit de manière de plus en plus nette, c'est le remplacement de ces dynamiques-là par d'autres dynamiques, de ces modèles par d'autres modèles, et l'existence d'une concurrence des modèles. Donc, je termine là-dessus pour dire simplement que cette question-là, la question de l'analyse entre ces dynamiques-là, elle est nécessairement au cœur de notre réflexion sur la diplomatie que nous devons avoir vis-à-vis de ces régions du monde. Merci à vous. Monsieur Lebras, pour cette contribution diplomatique. Et le troisième intervenant dans notre session, c'est Monsieur Abdallah Saf.
Monsieur Saaf, vous êtes professeur de sciences politiques à l'université Mohammed V de Rabat, directeur du Centre d'études de recherche en sciences sociales, fondateur de l'Association marocaine des sciences politiques, directeur de la revue Abhath, ainsi que chercheur principal au Policy Center for the New South, qui se consacre aux sciences politiques, relations internationales, politiques et stratégies de développement. Vous avez été membre de la commission chargée de la révision de la Constitution en juillet 2011. Vous êtes membre du comité scientifique du Forum mondial des droits de l'homme. Vous êtes ancien ministre de l'Éducation et vous gérez le rapport stratégique du Maroc, qui est une publication annuelle. Alors, je vous donne la parole. Merci Madame Qsab, heureux de vous revoir. Heureux également d'échanger avec les collègues Monsieur Tarragoni et Monsieur Lebras. Évidemment, toutes les interventions précédentes me servent de référentiel à un niveau ou à un autre. Mais ma question principale est la suivante. Est-ce qu'il y a une spécificité des populismes dans la région arabe par rapport à ce que l'on connaît dans d'autres parties du monde? De quel populisme parle-t-on? À partir de quel angle? Dans la vie quotidienne, quotidienne de ce côté-ci de la Méditerranée, souvent, j'avais l'impression, en regardant les chaînes, en suivant des épisodes politiques dans tel ou tel pays de la région, souvent, le terme populisme prenait place dans ma grille de lecture. Et c'est devenu un concept très familier. Un tel est populiste, c'est une démarche populiste, etc. Et ça, ce n'est pas étranger aussi à d'autres contextes. Mais disons, parallèlement à la question de la spécificité, ce qui m'intéresse aussi, c'est quelle est la portée analytique, explicative de ce concept de populisme de ce côté-ci. Mais de quoi parle-t-on? Moi, j'ai choisi l'État parce que souvent, en écoutant les chefs d'État, en suivant un peu leur action, plusieurs chefs d'État, je me disais, ça, c'est plutôt populiste. Ça, c'est plutôt du populisme. Je ne parle même pas de la démagogie pour le moment, mais souvent, on était en plein dans cette ambiance de populisme. Et quand je dis la région arabe, de quel pays exactement est-ce que je parle? En réalité, c'est très limité. Je ne peux pas parler pour le moment de la Libye. Je ne peux pas parler de la Syrie. C'est inachevé, c'est ouvert. Je ne peux pas parler du Yémen. Je ne peux pas parler même de l'Irak. Dans des discussions avec des collègues, on me dit aussi qu'on ne peut pas parler encore du Liban parce que ce n'est pas stabilisé, etc. Donc, vous voyez, c'est limité. Est-ce qu'on peut parler des monarchies arabes? Les monarchies arabes, est-ce que ce concept n'est pas contradictoire avec la constellation de ces monarchies arabes? En tout cas, dans ce paysage, dans ce vaste paysage quand même, le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, j'intégrerai la Mauritanie, l'Égypte, évidemment, le Soudan, la Jordanie. Je pense n'avoir pas oublié, avec cette parenthèse. Je pense n'avoir pas oublié grand-chose avec cette parenthèse sur les monarchies du Golfe. Ce questionnement par rapport aux monarchies arabes du Golfe. Est-ce que le populisme même est possible dans ces contrées? Mais en tout cas, dans cet espace,
apparaissent à travers les discours, les pratiques, un certain nombre de formes de populisme, comme idéologie, des discours assumés, comme stratégie, comme façon de faire, comme style d'opération, des populismes d'élite, des populismes populaires. On en a vu un certain nombre de séquences à des moments cruciaux. Et le populisme d'État, soit au niveau de ce qu'on appelle le pouvoir d'État, soit au niveau du pouvoir gouvernemental, du niveau gouvernemental, de la majorité, de la majorité en place à un certain moment. Toutes ces variétés, on les retrouve évidemment ici, identitaires, protestataires, conservateurs, de gauche, de rupture ou de continuité. On trouve tout ce répertoire et il est utilisé abondamment par les analystes, par les chercheurs des sciences sociales, mais aussi la presse, les hommes politiques qui échangent entre eux soit ces insultes par rapport aux termes populistes, en termes d'insultes, soit en termes de qualification, notamment dans les études à caractère scientifique. Dans le contexte arabe, il me paraît qu'on a cette opposition dont vous avez tous parlé entre le peuple et les élites. Cette opposition a une vieille histoire dans le contexte arabe. Ça remonte à loin. Le terme même de peuple a fait son apparition en ce qui concerne le Maghreb tardivement au XIXe siècle. La notion de peuple, la notion de nation elle-même est tardive. Ce qu'entendait par exemple Michel Camus par la notion de nation chez les dirigeants du Maghreb, souvent c'était synonyme de peuple. Mais la notion de nation est venue avant. Le peuple, la notion de peuple, on l'a cherché. Nous, on l'a cherché dans nos instituts de recherche. On l'a cherché de manière minutieuse chez les historiographes marocains du 18e, 19e. Pas de trace ça n'existe pas, le peuple, jusqu'à la fin du 19e siècle. Quelques rares historiographes timidement commencent à insérer ce concept. Alors, critique des intellectuels, alors il y avait cette notion de l'amma khassa, bon, mais la nation, sur laquelle il y a une littérature immense à propos des Nahda, le transfert des concepts de cette nature, l'État-nation, le peuple, etc. Mais il y avait cette vieille histoire de les gens du commun et les élites. Bon, ça c'est... et les notables, pardon, et les notables. Puis ça a pris plusieurs contenus et on trouve les éléments d'une critique constante de ces élites. On trouve plus récemment, avant le printemps arabe, une critique importante se concentrer sur les intellectuels. Il y a une sorte d'anti-intellectualisme, en particulier chez les acteurs politiques, anti-élitisme, anti-intellectualisme qui profilait. C'est les bases de ce populisme. Il y a eu comme un renversement des valeurs. On a des travaux sur l'usage du terme peuple par les dirigeants arabes presque contemporains, presque actuels. La notion de peuple chez Hassan, la notion de peuple chez Nasser, la notion de peuple chez Boumediene. Je me rappelle
de travaux de ce type qui sont très intéressants, sur lesquels je ne vais pas m'attarder, mais me semble-t-il, un certain nombre de caractéristiques identifient ce populisme d'État exercé au niveau de l'État. Pour des raisons que j'expliquerai rapidement tout à l'heure, les principales caractéristiques, elles ne diffèrent pas de ce qu'on observe ailleurs, à savoir l'identification qui se présente comme quasi mystique avec le peuple. On a parlé de l'homme-peuple, aussi bien à propos de Saïd Qais en Tunisie que de Sisi, que d'autres. L'homme-peuple. L'homme-peuple, donc ça s'accompagne du culte du chef. C'est une image familière dans le contexte arabe en général. Des pratiques qui se perpétuent, qui ont résisté aux secousses du printemps arabe. Certes, le langage a changé, on ne parle plus du guide suprême, mais le chef, le sage, etc. Il suffit de voir comment discourt, par exemple, le président Sisi, comment discourent les différents présidents, guides suprêmes, c'est des guides suprêmes, mais qui ne s'affichent plus comme tels, parce que ça fait partie d'un répertoire peut-être aujourd'hui qui ne tient pas, qui ne résiste pas à l'ambiance qui prédomine. Cette suprématie du chef, incarnation du peuple, qui parle au nom du peuple, s'accompagne d'une hypertrophie du pouvoir exécutif. Ça aussi, c'est dans la continuité institutionnelle. On a toujours eu, que ce soit au Maghreb ou au Machrek, on a eu toujours des appareils présidentiels très forts, avec de larges pouvoirs, et des parlements symboliques participant autrefois de ce qu'on appelle la théorie de la façade, pour montrer qu'on a des institutions modernes, mais qui étaient constamment, c'est la moyenne, qui était des chambres d'enregistrement, le pouvoir présidentiel et le pouvoir essentiel, central. Et ce pouvoir présidentiel n'avait même pas besoin d'une légitimité, de la légitimité que peuvent donner les autres institutions. Alors, toute cette posture centrale de guide suprême en réalité, avec tout cet appareil du présidentialisme dans son sens plein, on parle en Tunisie de semi-présidentialisme, mais il faut observer de plus près et sur la longue durée comment va se déployer cette réforme constitutionnelle de la révolution tunisienne. Il faut l'observer de très près, voir est-ce qu'il n'y a pas encore des relents de l'ancienne phase. Ça, c'est un autre aspect. Donc, l'autre caractéristique, c'est certains scepticismes. Tout à l'heure, Bertrand Badi parlait de la question de la confiance, une défiance vis-à-vis des institutions démocratiques, même si le discours s'articule sur la démocratie. La conservation des cadres des libertés formelles, tout en allant vers cette omniprésence du pouvoir exécutif et en la justifiant. Qu'est-ce qui fait que c'est du populisme? C'est justement ce travail permanent de justification et qui met l'accent sur l'incapacité des autres institutions autres que celles du pouvoir central à répondre aux besoins du pays. Donc une désinvolture vis-à-vis des règles et des procédures, la manipulation des institutions, et en Afrique, par exemple, on a vu beaucoup de moments
où les titulaires du pouvoir, les détenteurs du pouvoir, voulaient réaménager le temps constitutionnel et prolonger leur mandat. Ici, on n'a pas besoin de prolonger les mandats. Les mandats semblent être par définition indéfinis, même dans les situations électorales. On va voir dans l'expérience tunisienne sur le long terme ce que cela donnera. Également la maîtrise du pluralisme, le statut des oppositions, à savoir la maîtrise du pouvoir et des contre-pouvoirs en même temps. Et plutôt que les institutions intermédiaires, un lien direct avec le peuple, donc dans des régimes plébiscitaires, et un lien direct entre le dirigeant charismatique et le peuple. Et une logique de mobilisation permanente à toutes les occasions. Alors, une des caractéristiques qui m'a le plus frappé, c'est ce populisme-là d'État à l'ère digitale. Il a été amplifié. Ce n'est plus une personne, c'est un système de veille, un système de production des contenus, un système de diffusion, de réaction, de diffusion. Les brigades, on les appelle les brigades électroniques des pouvoirs en place, se sont multipliées. Avant, c'était les contestataires du printemps arabe. C'était le peuple directement. Enfin, des expressions du peuple ou ceux qui se présentent comme tels. Mais là, financement des groupes de blogueurs, le phénomène des influenceurs a pris une place considérable. Les influenceurs, c'est devenu central. C'est une des figures majeures maintenant de ce populisme. Et ils font feu de tout bois. L'autre caractéristique, c'est le rapport, je reviens à la question des élites. Le populisme considère que le pouvoir est confisqué par une partie de l'élite et des figures surgissent qui sont d'ailleurs des prolongements du pouvoir d'État. Des figures. Là, on peut parler de démagogie, où il s'agit vraiment de flatter les bas instincts du peuple, ou de ce que Aristote appelait la populace, c'est-à-dire cette foule sans tête qui tourne dans les marchés, tel qu'il a décrit dans la politique. Des leaders ont surgi. J'ai remarqué ce phénomène en Égypte, au Maroc, en Tunisie, des figures populistes au sens populiste qui ont surgi, mais qui incarnaient, je ne parle pas du populisme contestataire, mais qui incarnaient vraiment les institutions dominantes et qui sont en fait le prolongement du pouvoir d'État, qui, d'une autre manière, à partir d'autres angles de la société. Ce niveau démagogique coexiste avec un autre niveau là, j'utiliserai le terme de polarisation. Alors, ça s'articule sur la polarisation élite moderniste, élite qu'ont connu tous ces pays sous l'angle des luttes entre les modernistes, les élites modernistes, les élites laïques. Et c'est un autre niveau qui est celui de la polarisation, mais avec une tonalité, tout à l'heure on parlait d'idéologie, de stratégie, de style politique, avec une tonalité qui est principalement populiste. Un dernier élément sur lequel j'aimerais intervenir, Bertrand Badi parlait il n'y a pas de politique sociale populiste. Oui, mais il y a eu des grappes de mesures sociales à des moments particuliers qui
qu'on ne peut pas qualifier autrement que de populiste, répondre aux besoins de la population, des revendications, on l'a vu au moment du printemps arabe, Algérie, Maroc, toute la série jusqu'au Machrek, même Arabie Saoudite, avec le Covid, on le revoit, avec Covid également. Donc, il y a du social, ça touche à la fois la protection sociale, mais ça touche à d'autres éléments qui touchent à la vie sociale. Il y a des politiques proprement sociales qui sont apparues sous ce label de démarche éminemment populiste. Voilà, chère madame. Alors, la question pour Monsieur Lebras concerne Sisi et son rapport dit, c'est une question anonyme, au populisme et sa relation avec la France. Alors, la question vous est posée en tant que diplomate. Quant à M. Saf, vous avez deux questions. Donc, une concernant alors, M. Walid Sakr dit, vous avez travaillé sur l'idée de l'unité arabe dans les années 80 et 90 au Maroc, au Maghreb. Est-ce que, la question dit, est-ce que ces champions de l'unité arabe sont aujourd'hui les populistes d'aujourd'hui? Et puis, deuxième question adressée à vous, dans le cas marocain, est-ce que l'annexion unilatérale du Sahara occidental décidée par le palais et orchestrée à travers la marche verte n'illustre-t-elle pas un populisme d'État? Et si, il y a une question à M. Tarragoni quand même, aussi anonyme. La question est la suivante. Un mouvement populaire verse-t-il toujours nécessairement vers du populisme? Quelles sont les conditions de naissance du populisme? Alors, nous allons rester sur ces questions-là. Et par ordre inverse, je commence par vous, Monsieur Saf, 2 ou 3 minutes pour réagir à ces questions. Il fut un moment où tout ce qui avait rapport avec l'unité arabe inspirait de manière massive les populations. Et à ce titre, on peut parler de populisme. Je me rappelle des descriptions, par exemple, de Jean Lacouture sur l'Égypte au moment du discours de Nasser sur la nationalisation du canal de Suez, où il décrivait dans des termes qui correspondent un peu à ce qu'on considère aujourd'hui comme populisme. Il décrivait la manière dont était reçu le discours et la manière dont il était produit. Oui, fut un temps où le nationalisme arabe avait ses charges populistes, avec toutes les nuances que la science politique ayant pour objet le monde arabe avait déjà dégagé. Je pense à Anwar Abdelmalek, la distinction entre nationalisme, élan nationalitaire, etc. Non, je ne pense pas qu'aujourd'hui on puisse placer dans la rubrique populiste tout ce qui participe de l'unité arabe. C'est devenu même une affaire élitiste. Elle ne draine plus comme auparavant ces adhésions massives des peuples arabes depuis le Liban jusqu'à l'Atlantique, comme on dit. Et c'est la position, le rang qu'occupe maintenant le nationalisme dans les idéologies à l'œuvre dans le monde arabe n'en font pas un foyer attrayant. Est-ce que ça lui enlève le caractère de populiste, le fait qu'elle devienne? C'est une autre question. La marche verte, comme initiative du chef de l'État Hassan II, participe-t-elle du populisme?
c'est une mobilisation, oui, c'est une mobilisation populaire. Si vous ne mettez pas un contenu péjoratif dans le populisme, c'est une initiative, c'est un pari qui avait été fait par le chef de l'État, qui a emporté l'adhésion. Oui, il y a du populisme. Alors justement, le populisme, c'est un aspect sur lequel on ne s'est pas arrêté peut-être ce matin. Dans le populisme, il y a aussi l'idée de rattraper le déficit de légitimation. Faire ce que le peuple veut, c'est combler des brèches, combler des vides, rattraper quelque chose qui n'a pas été traité. Et donc, il y a ce type de démarche. La marche verte a comblé un déficit de légitimation à un certain moment. Le régime en avait besoin, mais ça répondait à des attentes profondes de la société marocaine. Merci, M. Sarr. M. Lebras? Oui, donc deux questions en fait. Une question, le populisme en Égypte, et une question France-Égypte. J'ai commencé par France-Égypte, c'est le plus simple. Bon, si vous voulez la version du diplomate sur la réponse du diplomate à cette question, le mieux c'est d'aller la poser directement au porte-parole du Quai d'Orsay. Je vais vous faire plutôt une réponse à titre personnel. Et en fait, simplement en paraphrasant ce que j'ai déjà dit tout à l'heure, je pense que le sens de ce qui lie et explique le lien assez fort et la relation assez forte qu'on a aujourd'hui avec l'Égypte, c'est justement ce que je disais tout à l'heure, les grilles de lecture qui sont celles qui s'imposent à notre diplomatie aujourd'hui en termes de gestion des crises, notamment crises de sécurité, qui traversent la région au sens large et les menaces qui pèsent sur le voisinage européen. Mon propos est à travers un exercice comme celui qu'on a aujourd'hui, c'est justement de montrer qu'il faut analyser en profondeur les mouvements de fond des sociétés, les questions de légitimité, les sources des légitimités des pouvoirs, voir comment ces choses évoluent, parce qu'on ne peut pas avoir une diplomatie efficace si on n'a pas une perception, et non seulement une perception juste des évolutions qui sous-tendent ces sociétés, d'une part, mais d'autre part, un message à adresser à ces sociétés. Sur la deuxième question, pour essayer d'être rapide là-dessus, même si c'est un très vaste sujet, à mon avis, l'Égypte, c'est un cas absolument emblématique de la façon dont le populisme, ou pour être plus précis, le peuple, a été l'instrument d'une lutte pour la légitimation des pouvoirs depuis les indépendances dans les années, disons, 30, 50, jusqu'à nos jours. Je pense qu'un des éléments, par exemple, c'est la très forte mobilité sociale en Égypte. Au fond, chaque nouveau pouvoir est arrivé avec son élite, remplaçant la précédente. Donc l'enjeu du pouvoir en Égypte, c'est bien l'accession aux ressources de l'État, et le peuple en est forcément l'arbitre. Et il faut asseoir sur le peuple la domination, une certaine domination. Et au fond, les islamistes, les frères musulmans en 2012 n'ont pas procédé autrement. Ils ont engagé un bras de fer avec l'armée sur vraiment la conquête du pouvoir, une sorte de jeu à somme nulle. Et c'est encore une fois le peuple qui en a été l'arbitre, puisque au fond, ça a commencé par une révolution dans la rue, et ça s'est terminé par une manifestation monstre. Donc oui, je pense que c'est fondamental, et c'est ce qui explique pourquoi aujourd'hui c'est un des volets, un des registres de l'exercice du pouvoir par le maréchal Al-Sisi. Merci. Et M. Tarragoni, comment est-ce qu'un mouvement populaire devient populiste? Ça, ce serait plutôt le sujet de tout un colloque, mais je vous donne 2 minutes pour peut-être indiquer quelques éléments. Alors, évidemment, tout mouvement populaire n'est pas populiste. Il y a des mouvements populaires qui sont travaillés par des modes d'action différents.
Donc, par exemple, une partie du mouvement social qui a porté le fascisme au pouvoir en Italie dans les années 20 était bien sûr populaire, mais ça n'avait rien à voir avec les mobilisations populaires qui deviennent populistes par le passé. Je dirais qu'en fait, une première condition, il y a une condition politique qui a trait en fait au type de crise qui donne lieu au populisme, et une condition proprement sociologique qui a trait à la morphologie de ces mobilisations populaires. La condition politique, c'est que pour qu'un mouvement populaire devienne populiste, il faut un certain type de crise. Et ce n'est pas juste une crise de délégitimation du gouvernement ou une crise de défiance. Si on est dans des régimes de gouvernement représentatif, de l'électorat envers les élus. C'est une crise socio-économique qui est caractérisée par une montée très, très rapide des inégalités et qui est interprétée par une partie considérable de la population, en particulier des classes moyennes et des classes inférieures, comme étant le résultat d'une confiscation de la démocratie par la classe dirigeante, qui toutefois parle au nom du peuple. Donc c'est une crise socio-économique caractérisée par la montée des inégalités, une montée incontrôlable et injustifiée au vu de la majorité de la population, qui est interprétée comme une crise démocratique, comme une crise de représentation du gouvernement en place, qu'on soit d'ailleurs en démocratie, en république ou dans des systèmes tyranniques comme la Russie du 19e siècle, où le tsar prétend représenter le peuple dans son unité. Hein. Mais voilà, les fortes inégalités, notamment symboliques et culturelles, mais aussi socio-économiques, il y a l'esclavage à cette époque, montrent qu'il n'est pas à même de faire l'intérêt de la part la plus nombreuse du peuple. Et puis, donc en ce sens, voilà ce qui s'est passé aux États-Unis avec Occupy Wall Street, les mobilisations qui ont occupé les places en Europe, de Nuit debout aux Gilets jaunes en France, le mouvement des indignés en Espagne, les printemps arabes et les mobilisations populaires dont je parlais dans le monde arabe des dernières années, voilà, sont des mobilisations populistes, puisqu'on a affaire exactement à ce type de crise socio-économique produite par la crise des subprimes, qui est interprétée de cette manière-là par les acteurs mobilisés. Puis je disais un caractère morphologique de ces mobilisations, qui est, comme je le disais, l'hétérogénéité, la très très forte hétérogénéité sociale. Les mobilisations populaires, par exemple, de type socialiste, étaient caractérisées par une très forte homogénéité sociologique. Hein. On a affaire à des mobilisations ouvrières dont on exclut, par exemple, si on prend les mobilisations ouvrières en Amérique latine entre la fin du 19e et le début du 20e siècle, les sujets indigènes, les femmes qui par ailleurs réclament leur droit à l'émancipation, etc. Voilà. Dans les mobilisations populaires populistes, on a au contraire affaire à des alliances entre groupes sociaux subalternes qui réclament, chacun à leur manière, une démocratisation intégrale du régime politique. Merci. Il y a encore beaucoup de questions qui arrivent et je suis sûre que nous aurons l'occasion de revenir sur ces questions. Je vous remercie, Monsieur Tarragoni, Monsieur Lebras et Monsieur Saf.